Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Un petit mot d'accueil pour vous dire le plaisir que j'ai à vous trouver et vous retrouver ici et le plaisir qu'on a à voir ce mois du genre se dérouler de nouveau cette année. Euh, Après avoir, souvenez-vous, l'an passé, l'année dernière, exploré le thème de l'intersectionnalité, on continue notre exploration justement des points de connexion de la question du genre avec d'autres formes de domination. Et cette année, on a proposé la thématique de l'écoféminisme. Et on va voir ce que le féminisme, quand il percute le capitalisme patriarcal, produit comme pensée et comme effet. Euh, je voudrais dire quelques petits merci avant de laisser la parole aux intervenantes de ce soir. Merci au comité de pilotage du mois du genre, et tout le monde se reconnaîtra. Merci en particulier à Anne-Laure Guillaume du service culture, à Chloé Langard du service culture et aux collègues du service culture. Merci à Nathalie Ménard qui a aussi contribué à l'organisation, et aux collègues de la commission égalité. Merci à Cédric Pacro et aux collègues du service de la communication. Et puis un merci particulier aux étudiantes et aux étudiants du master études sur le genre, qui est dirigé par Naïma Nafi, ma collègue, qui ont contribué très largement à la mise en place du site web. Et en particulier, je vous invite à y aller pour y découvrir tous les concepts liés à l'écoféminisme. Ils ont rédigé des notices extrêmement précises, très bien documentées, remarquables. Bravo à vous toutes et tous. Donc voilà, on va profiter ce soir d'une conférence d'ouverture voilà que moi dont j'avais vraiment hâte depuis quelques jours déjà, voire quelques semaines, puisque Jeanne Burgard-Goutal, et je la remercie beaucoup, est parmi nous pour nous parler d'écoféminisme. Jeanne, elle va se présenter philosophe et une des penseuses et chercheuses sur l'écoféminisme en France qui voilà, a fait un travail exhaustif et remarquable sur cette question-là. Donc on va pouvoir l'écouter. Et le débat va être animé par Juliette Cotin, qui est journaliste et puis responsable du podcast de F Club, c'est ça? Voilà, par ailleurs. Et donc voilà, un grand merci, un grand bienvenue à toutes et tous. Et puis on vous écoute avec un grand plaisir. Merci beaucoup. Je pense que tu peux prendre directement le micro. Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue donc à cette conférence qui inaugure le mois du genre. C'est très étrange, on ne voit que des ombres, on voit pas les visages, c'est toujours un peu bizarre. Mais en tout cas, on est ravis d'être là ce soir. Merci beaucoup à l'Université d'Angers d'organiser cet événement super intéressant chaque année et qui effectivement permet d'explorer un peu plus en profondeur des thématiques qui sinon sont parfois un peu nébuleuses ou ésotériques, comme l'est parfois pour certaines personnes l'écoféminisme. Donc on va s'attacher là pendant une heure et quart à discuter de ça et à découvrir un petit peu mieux qu'est-ce que c'est que cette notion-là, qu'est-ce que c'est que ce concept et qu'est-ce qu'il recoupe dans toutes ces théories et ces pratiques. Donc ce terme, on l'entend de plus en plus régulièrement, je crois, là, depuis la fin des années 2010, dans les cercles féministes, écologistes bien sûr, mais aussi un peu au-delà. Il est passé du côté du grand public aussi. Une recherche rapide le fait remonter à 1974 et aux écrits de Françoise d'Aubonne, dans son ouvrage notamment Le féminisme ou la mort. Mais on va le voir, l'histoire du terme et des courants qui le recoupent, qui le composent en fait cette vaste nébuleuse écoféministe. Cette histoire-là, c'est pas un long fleuve tranquille. Elle est faite de méandres, de ramifications, de disparition même et de résurgence. Et elle court aussi aux quatre coins du globe. Elle recouvre une grande diversité justement de théories et de pratiques qu'on va pouvoir explorer. Mais si on se risque malgré tout à une définition, puisque c'est quand même l'objet de cette soirée, le dénominateur commun qui rassemble ces courants écoféministes, c'est la compréhension de l'imbrication des systèmes d'oppression
et des formes de domination. Alors on va voir un peu plus en profondeur ce que ça veut dire, mais le point de départ du mouvement, il se fait autour de l'idée que la lutte contre la domination exercée sur les femmes ne peut pas se dissocier de la lutte contre la domination sur ce que l'on appelle la nature. S'y adjoignent ensuite toute autre forme de lutte, et autres formes de domination, notamment le sexisme, le classisme, le validisme, le spécisme, le colonialisme, l'impérialisme et tout plein d'autres mots en isme qu'on aura un peu de temps d'explorer aussi. Et du coup, les écoféministes essayent en fait d'en analyser les liens, d'en déconstruire de les déconstruire ces liens par la pratique et en somme d'articuler tous ces combats afin de renverser le modèle dans lequel on vit. On va voir ce que ça veut dire plus précisément, et parce que bon, si la théorie est belle, l'écoféminisme n'est pas si simple à incarner ou à faire émerger même politiquement. Et donc, le définir ressemble fort parfois à un casse-tête. Donc, Jeanne, vous êtes philosophe, vous êtes professeure de philosophie à Marseille et vous avez publié en 2020 un livre qui s'appelle « Être écoféministe ». Théorie et pratique. Merci déjà d'être avec nous. Merci. On va commencer, avant de revenir un peu sur le parcours qui vous a amené à ce sujet-là de recherche. J'aimerais qu'on parle un petit peu de votre interlude. Alors, ça vous parlera. Dans le livre, à la page 127, il y a un interlude. Et cet interlude, il intervient après une première partie qui est consacrée assez largement à décrire la théorie et l'émergence d'un point de vue historique et théorique donc, de ces mouvements écoféministes. Et au début de cet interlude, vous affirmez « Je ne crois pas à l'écoféminisme ». Alors, j'ai eu envie qu'on commence par là. Pour quelles raisons est-ce que vous affirmez cela, que vous ne croyez pas à l'écoféminisme ? C'est la première fois qu'on commence... On attaque directement. Ouais. Bon, déjà, merci beaucoup pour l'invitation et voilà, pour votre présence. Alors, c'est vrai que cet interlude, bon, pour moi, c'était nécessaire de clarifier mon positionnement vis-à-vis de l'écoféminisme. Mais je sais que c'est quelque chose qui a perturbé un certain nombre de lecteurs qui disaient « Ah ouais, je me suis déjà farci 130 pages. » Et maintenant, elle m'explique qu'en fait... un petit peu un effet douche froide, j'avoue. En fait, elle n'y croit pas. Et en réalité, bon, je pense que ça tient à... la façon dont j'ai abordé l'écoféminisme. Et en fait, il y a plein de façons différentes. Et d'ailleurs, tout ce que je vais dire ce soir, je prétends absolument pas que j'ai compris l'alpha et l'oméga de l'écoféminisme. C'est une certaine perspective sur ce mouvement et qui est une perspective de philosophe. Moi, j'enseigne la philo au lycée à Marseille. J'ai commencé à étudier ce mouvement en parallèle de l'enseignement dans le cadre d'une thèse de doctorat de philo. Donc, je ne suis pas sociologue, je viens pas non plus. Mon intérêt n'est pas venu non plus d'un engagement militant. Et mon intérêt au début, c'était vraiment un intérêt philosophique. C'est-à-dire, j'avais l'impression d'avoir trouvé un mouvement qui reliait plein de questions qui m'intéressaient séparément et sur lesquelles je lisais plein de trucs et je réfléchissais et qui n'étaient pas que des questions théoriques, qui étaient aussi des questions auxquelles j'étais confrontée dans mon existence. Voilà, pourquoi telle ou telle expérience m'arrivait en tant que femme, ou les questions de rapport à l'environnement qui se posent dans des actes très concrets quotidiennement. Et donc là, j'avais découvert quelque chose qui articulait tous ces centres d'intérêt. Jusque-là, j'avais toujours repoussé, je m'étais dit, voilà, je ne ferai jamais de thèse. Et là, je me suis dit, là, il y a quelque chose qui relie tout ce qui m'intéresse. Donc au début, c'était juste un intérêt théorique. Et en philo, généralement, on n'a pas besoin de se positionner vis-à-vis d'un objet. On a le droit d'étudier, y compris des penseurs avec lesquels on n'est pas du tout d'accord. Quand on fait des dissertes, c'est ça qu'on fait en fait, on manie des théories et la question de est-ce que je suis d'accord ou pas d'accord se pose pas. Et là, j'ai découvert qu'avec ce mouvement-là, au contraire, tout le monde essayait de me piéger et de se demander si j'étais écoféministe ou pas, pour ou contre, ce qui m'était jamais arrivé quand je travaillais sur d'autres mouvements. Du coup, c'était salutaire pour moi
de clarifier la possibilité de s'intéresser à un mouvement avec une forme de sympathie. Voilà, j'ai pas. Enfin, tout à l'heure à Radio Campus, je disais oui, on peut très bien être historien du nazisme sans être nazi. Bon, j'ai pas le rapport à l'écoféminisme que j'aurais vis-à-vis du nazisme. C'est pas ce type de distance. Il y a évidemment des affinités, des sympathies en termes de valeurs, d'idéaux. Aussi avec les personnes que j'ai rencontrées, mais ça me semblait beaucoup plus juste de maintenir aussi une forme de lucidité d'esprit critique et de liberté. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui est encouragé par le mouvement. D'ailleurs, pour moi, le terme de mouvement, il signifie aussi ça, enfin, être en mouvement, et que parfois on perd quand on se fiche dans une sorte de doctrine ou de prêt-à-penser militant ou de choses qu'on croit devoir affirmer pour être accepté dans un collectif. Voilà, d'où ce pavé dans la mare. Un peu brutal, mais on s'en remet. Et en effet, c'est ce qu'on comprend en fait au fil de la lecture. C'est justement ce que vous dites là, les écoféminismes, en fait, ils naviguent en permanence entre des théories qui sont très diverses et des pratiques aussi diverses. Ils échappent justement à cette cartographie sur laquelle vous étiez parti au départ de cette thèse, avec l'envie en fait de faire rentrer dans des cases un petit peu les différents courants et ce qui s'était produit depuis les années 70. Est-ce que ça signifie pour autant le fait de ne pas pouvoir cartographier le mouvement que la définition est impossible ? On peut faire une sorte de définition qui serait plutôt un plus petit dénominateur commun, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est-à-dire pour repérer dans une sorte de champ politique, militant, intellectuel, l'écoféminisme, on peut dire que c'est ce mouvement qui a cherché à articuler étroitement la compréhension des différents systèmes de domination et qui met vraiment l'accent sur comment les systèmes de domination sont entrelacés et se renforcent au cours de l'histoire. Donc c'est un féminisme intersectionnel, mais qui, en plus de la triade genre, race, classe, ajoute ce qui en fait change tout, la question du rapport à la nature et du rapport entre les différentes espèces. Mais donc c'est vrai que c'est aussi un peu une définition négative ou stratégique, c'est-à-dire comment il se situe dans un champ. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé, par exemple, c'est de comprendre en quoi l'écoféminisme se distingue, voire s'oppose à d'autres formes de féminisme qui tiennent pas compte de la question écolo, et d'autres formes d'écologie qui ne tiennent pas compte de la question féministe ou de la question des injustices sociales, et en particulier des injustices de genre. Alors, avant de continuer un peu plus avant dans cette définition, j'aimerais bien qu'on revienne juste un petit peu sur la genèse de pourquoi vous vous êtes intéressé, vous, à ce sujet-là, dès 2013, en fait, avant que la résurgence, justement, du mouvement revienne un petit peu à partir de 2015. Vous dites que c'est ce moment-là qui marque un peu un retour, en tout cas en Occident et en France en particulier, du mouvement. Racontez-nous, justement, comment l'écoféminisme est rentré un peu dans votre vie. Alors circonstanciellement, en fait, c'est en regardant un documentaire de Colline Serrault qui s'appelle « Solutions locales pour un désordre global », dans lequel il y a plusieurs passages d'interviews de Vandana Shiva, donc elle est parfois qualifiée de rockstar de l'écoféminisme. C'est une philosophe et activiste indienne qui lutte contre le brevetage des semences, le brevetage du vivant et l'industrialisation de l'agriculture en Inde. Et dans ce documentaire, il y a plusieurs passages dans lesquels elle fait des liens entre les politiques de développement imposées en Inde par les institutions internationales et d'industrialisation de l'agriculture et la dégradation de la condition des femmes. Et en fait, c'est des liens que j'avais jamais faits, alors que c'est des sujets qui m'intéressaient isolément. Et toujours dans le même documentaire de Colline Serrault, donc Solutions locales pour un désordre global, il y a aussi des passages d'interviews d'un couple d'agronomes français qui s'appelle Claude et Lydia Bourguignon et qui explique qu'il y a des liens entre le symbolisme de la terre et du féminin, entre le symbolisme du labour et de la pénétration, voire du viol. Et bref, il y a plusieurs passages comme ça qui m'ont mis la puce à l'oreille sur
l'existence de toute une mouvance que j'ignorais, alors que c'est vraiment des sujets sur lesquels je lisais beaucoup depuis un moment, qui avait essayé de théoriser, de comprendre et aussi de lutter voilà, autour de ces questions d'imbrication, de dégradation de l'environnement et injustice de genre. Et en fait, ce que j'observe, c'est qu'au-delà de mon cas, chez les jeunes femmes, c'est principalement des jeunes femmes et des jeunes filles que je rencontre. Et souvent, c'est ça qui les a intéressées à l'écoféminisme. C'est en fait l'impression qu'on a une sorte de sensation que quelque chose ne va pas, enfin qu'il y a plein de choses qui ne vont pas, soit par un engagement militant, soit juste une sorte d'impression d'être confronté à une société de plus en plus injuste, à un modèle économique de plus en plus destructeur. Mais ça peut rester des vagues intuitions entre lesquelles on ne fait pas forcément les liens. Et on peut éventuellement se renseigner sur l'un ou d'autres sujets. Et avec l'écoféminisme, l'impression qu'on a, qui est peut-être un piège en fait, mais qui est très très séduisante, c'est comme si tout d'un coup on nous donnait la clé de voûte qui permet de comprendre que tous ces problèmes-là font système. Et que l'aggravation des inégalités ou les violences à l'égard des femmes, un modèle économique prédateur, la dégradation de l'environnement, le fonctionnement néocolonialiste du système monde économique, que tout ça, on peut le comprendre comme des facettes d'un seul et même système. Et en tout cas, c'est ça la tentative écoféministe. Voilà, qui donne une sorte de puissance un peu choc à cette pensée quand on la découvre. Et du coup, auparavant, vous étiez donc intéressé par le féminisme et par l'écologie de façon distincte. Comment est-ce que vous viviez un petit peu déjà ces deux notions ? En fait, c'est des... Alors, bon, déjà, moi, ma mère est féministe, elle m'a toujours parlé des combats pour la légalisation de l'avortement. Voilà, elle a participé au combat des années 70. Donc c'est des thèmes en fait qui m'étaient familiers, mais pas du tout l'écoféminisme par contre. Voilà, déjà petite, je savais qu'il y avait des inégalités, il y avait des violences. Et après, en grandissant, il y a un moment, quand on est une fille, il me semble que c'est impossible de ne pas se poser les questions. Enfin, il y a plein de questions, en fait, moi j'aurais bien aimé ne jamais me les poser, mais on vit des choses qui font qu'on ne peut pas ne pas se poser ces questions. Alors heureusement, quand on aime la philo, ou ou plus largement, on aime réfléchir et tout ça, il y a plein d'outils, de livres, maintenant de plus en plus de podcasts qui existent, qui permettent de comprendre ça. Et sur l'écologie, c'était aussi des thèmes qui m'intéressaient. Et là aussi, je ne pourrais pas séparer l'intérêt théorique et le côté vécu. Quand j'ai quand j'ai découvert l'écoféminisme, ça faisait plusieurs années que je vivais en Normandie, donc j'enseignais dans un lycée en Basse-Normandie, et j'habitais en coloc avec un réalisateur de documentaires écolo qui se définissait comme écolo hardcore. Qui avait un groupe, non, je ne sais pas si je peux le dire parce que c'était un groupe un peu secret, mais bon, il faisait des sortes d'actions la nuit et tout, et il était décroissant. Je pense que ça faisait 20 ans qu'il n'avait pas acheté un meuble, une fringue, et il avait plein d'amis assez alternatifs qui vivaient en yourte ou dans des maisons en paille qu'ils avaient construites eux-mêmes, qui faisaient des petits festivals autogérés. Et du coup, là aussi, ça a fait que les discours que je pouvais lire ou entendre sur la décroissance, tout ça devenait vivant. Mais voilà, jusque-là, c'était pour moi des choses assez séparées. Non seulement séparées, mais même parfois en contradiction l'une avec l'autre. Et parfois, le féminisme est mal reçu par les écolos, et parfois, inversement, l'écologie, si on la voit comme, ramener les femmes à faire des petits pots et laver des couches, ça peut aussi être mal vu par le féminisme. Donc c'est même pas seulement que c'était séparé, c'est que ça me paraissait... potentiellement contradictoire. Et dans l'histoire française, souvent, on a joué l'un contre l'autre. Et c'est ça aussi qui m'a plu dans l'écoféminisme, c'est de me dire, en fait, je ne suis pas obligée de choisir entre ces combats. Il y a des moyens de les articuler, ce qui suppose de redéfinir le féminisme et l'écologie, ou en tout cas de voir comment on se situe dedans.
Et donc, vous avez choisi d'aller plus loin, vraiment, hein, dans l'étude de ce concept, et donc d'en faire une thèse. Est-ce que ça a été... parce qu'à ce moment-là, on en parlait relativement peu encore, donc, est-ce que ça a été reçu de façon simple, facile? Est-ce que faire une thèse sur l'écoféminisme en 2013, c'était simple? Bizarrement... Oui, enfin en tout cas j'ai eu la chance. Bon, j'ai pas demandé de contrat doctoral, hein, j'enseignais en parallèle, donc voilà, l'université m'a pas donné de sous, peut-être que du coup c'était plus simple, je ne sais pas. Facile. Mais en fait, il y a une prof, enfin maîtresse de conférence que j'avais eue dans mes études à la Sorbonne et que j'adorais et qui travaille toujours sur des sujets un peu à la marge, quoi. Pourtant, c'est à Paris 4, qui est une fac très conservatrice politiquement, mais elle a tout de suite accepté. Enfin voilà, on avait eu un bon rapport quand j'étais son étudiante et du coup oui, ça a été simple. Par contre, ce que j'ai découvert après dans certains colloques, c'est que finalement c'était pas si simple. Et enfin moi, ce qui m'a le plus surprise en fait, c'est de voir dans des colloques de philo que jusque-là, ou que les autres intervenants, on leur posait des questions sur le fond. Et moi-même, jusque-là, quand j'avais, je sais pas, fait des soutenances de mémoire, on me posait des questions sur le fond, sur la rigueur argumentative, etc. Et là, je me retrouvais avec des questions sur mon positionnement, pour essayer de comprendre si j'étais écoféministe ou pas. Donc, si je l'étais, ça voulait dire que mon propos n'était pas objectif et ça le disqualifiait. Et ça a été la surprise, en fait, de voir que ça n'avait pas été compliqué de m'inscrire en thèse, mais qu'en revanche, être prise au sérieux, là, c'était une autre paire de manches. Alors, allons vers le fond, justement, pour ne pas rester en surface et sur des questions un petit peu de positionnement. Donc, au fil des années qui vous a amené à l'écriture du livre, vous avez donc lu des dizaines de bouquins écoféministes, vous avez épluché l'histoire des théories et des luttes depuis les années 70, y compris d'ailleurs à Angers, hein, je crois que vous êtes venu aux archives du féminisme. Et puis, vous avez donc amassé cette somme un peu de connaissances qui est quand même relativement impressionnante effectivement sur le sujet, puisque le livre est effectivement très exhaustif, en tout cas j'en ai l'impression. Si on s'intéresse d'abord à l'émergence donc du mouvement, je le disais en introduction, on fait remonter le terme à 1974 et à Françoise d'Aubonne, mais en réalité c'est plus complexe que ça. Qu'est-ce qu'elle dit, Françoise d'Aubonne, à ce moment-là? D'où vient ce terme? Et on ira après sur la complexité et le reste de l'émergence du mouvement. Effectivement, il semble que pour la première fois, ce mot apparaisse par écrit dans ce livre de Françoise d'Aubonne, donc Le féminisme ou la mort. Et bon, en substance, ce qu'elle dit, c'est que donc Françoise d'Aubonne, c'était une des cofondatrices du MLF. Elle a été fondatrice aussi du phare, le Front homosexuel d'action révolutionnaire. Et en fait, elle avait un positionnement au sein du féminisme qui était très radical. Elle prônait la contre-violence révolutionnaire. Et elle était nourrie à la fois par la pensée de Simone de Beauvoir et par la pensée féministe, et aussi par la pensée écologiste qui commençait à émerger de plus en plus en France. Et dans ce bouquin, d'ailleurs le titre l'indique bien, Le féminisme ou la mort, il y a vraiment une conscience aiguë c'est aussi quelques années après l'apparition du rapport du Club de Rome, le rapport Meadows, Halte à la croissance. Donc c'est une période de prise de conscience des dégradations de l'environnement et du caractère pas viable dans la durée du modèle économique et du modèle démographique aussi. À l'époque, on se penchait beaucoup sur cette question démographique. Pour l'avenir. Et donc, ce qu'elle dit, c'est que si le féminisme veut être ou devenir ou rester, enfin ça dépend comment on écrit l'histoire du féminisme, une force politique qui soit pas juste un combat par les femmes, pour les femmes, mais vraiment qui puisse se situer sur les grands enjeux brûlants, universels de la fin du XXe siècle et de la suite, il faut qu'il s'empare de cette question de l'écologie. Et en fait, c'est vrai que c'est quelque chose de très intéressant chez d'Aubonne, mais en fait dans tout l'écoféminisme, et dans d'autres courants féministes aussi, hein, d'ailleurs, mais c'est que souvent, enfin moi je m'aperçois que chez mes élèves, par exemple, il y a encore énormément d'élèves qui voient le féminisme vraiment par le petit bout de la lorgnette, comme
au mieux, alors au pire, tous les clichés que vous pouvez imaginer, et au mieux, lutte pour l'égalité salariale ou quelque chose comme ça. Mais en fait, toute la révolution philosophique et politique qui est le féminisme, elle passe souvent inaperçue. Et chez Françoise d'Aubonne, là, ça ne peut pas passer inaperçu, parce que voilà, elle écrit noir sur blanc, par exemple, et c'est ça la tonalité de départ de l'écoféminisme. Elle dit « Nous ne voulons pas l'égalité salariale, mais l'abolition du salariat ». Où elle écrit énergie nucléaire, famille nucléaire, même combat, ou quelque chose comme ça. Donc il y a vraiment une sensibilité tout à fait révolutionnaire, avec déjà cette ambition de sortir le féminisme de la case de combat particulier dans lequel on essaye de la mettre, et de lui redonner l'ampleur qu'il a en fait par exemple au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, chez les autrices féministes qu'on voit, ou Louise Michel, ou voilà, des penseuses comme ça, d'être en fait, en tout cas d'avoir l'ambition d'être quasiment le mouvement le plus révolutionnaire, puisqu'il s'attaquerait un peu au rapport de domination par excellence, ou le plus matriciel, ou le plus répandu, qui est le rapport entre hommes et femmes. Et donc Françoise d'Aubonne, quand elle dit ce terme, finalement, donc ça fait partie d'un mouvement plus global, mais qui finalement prend assez peu en France. Vous le décrivez bien dans le livre. Finalement, c'est plutôt les pays anglo-saxons qui se saisissent de ce mot écoféminisme, même si au tout départ, finalement, personne ne met vraiment ce mot-là sur ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe justement d'un point de vue plus global dans les années 70 et 80 qui mène à l'émergence et à la popularisation de ces courants-là. Oui, voilà, même s'ils ne s'appellent pas comme ça encore. Du coup, effectivement, c'est pas tellement en France que ça a pris, même si voilà, à la BU d'Angers, c'est là effectivement que j'ai pu regarder les documents de Écologie Féminisme Centre, donc le groupe fondé par Françoise d'Aubonne. Et c'est très... Bon, moi, j'avais jamais regardé des archives, et c'est vraiment émouvant en fait de voir ces papiers. Enfin, bref, des tracts et des choses qui ont été fabriquées vraiment. Oui, avec vraiment l'occasion dans lequel c'était distribué à la sortie des cinémas des grands boulevards qui projetaient Soleil Vert. Enfin voilà, des trucs très précis, parlants. Mais effectivement, en France, pour toutes sortes de raisons, le mouvement n'a pas pris un très grand essor. Et c'est plutôt aux États-Unis, à la fin des années 70, que le mouvement prend réellement. Et en fait, le contexte des États-Unis à cette période, c'est vraiment un contexte, c'est un terreau très très contestataire, avec des contestations un peu tous azimuts. Donc le mouvement pacifiste, la lutte contre la guerre du Vietnam, le féminisme de la deuxième vague, la lutte des Afro-Américains pour l'égalité des droits civiques, la Renaissance amérindienne, les premiers grands mouvements écologistes. La lutte contre le nucléaire aussi, dont vous parlez beaucoup. Oui, tout à fait, la lutte contre le nucléaire civil et militaire. Voilà, c'est dans la foulée de toute la mouvance hippie et en fait, les premiers collectifs apparaissent, là encore, par une sorte de jonction ou de étincelle qui met le feu aux poudres de ce terreau déjà vibrant de contestation. C'est un accident sur une centrale nucléaire sur la côte est des États-Unis qui va être un peu le déclencheur. Et les premiers collectifs, ils sont formés par des femmes qui étaient souvent engagées dans plusieurs luttes, écolo, antiracistes, féministes, et qui font converger leurs intérêts. Donc en fait, d'emblée, il y a c'est la genèse même du mouvement de chercher à relier les combats et à les articuler. Oui, c'est ça. Finalement, presque la lutte et la pratique précèdent la théorisation finalement des mouvements. Du coup, la définition qui émerge à ces moments, c'est finalement déjà celle qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Elle emprunte du coup à un large champ de disciplines, donc la politique, l'histoire, l'environnementalisme, la religion, même l'économie. Et elle s'appuie aussi sur un corpus de textes qui est très large, venu d'un peu les quatre coins du globe aussi. Vous citez notamment Rosemary
Ruther, je ne sais pas comment on dit ça, mais dans New Woman, New Earth, qui est publié en 1975, elle dit une révolution écologique doit renverser toutes les structures sociales de domination. Cela implique de transformer la vision du monde qui sous-tend la domination et de la remplacer par un système de valeurs alternatifs. Est-ce que vous diriez que c'est toujours ça, du coup, l'écoféminisme d'aujourd'hui ? Est-ce que c'est ça l'essence, finalement, de l'écoféminisme ? Oui, il me semble que ça dit bien les thèmes généraux de l'écoféminisme. Et en fait, c'est une définition ou une sorte d'appel qui est suffisamment vague pour que ça puisse se manifester de plein de façons différentes. Mais c'est vrai que, comme vous venez de le dire, quelque chose qui est important et que moi, en tant que philosophe, j'ai mis des années à comprendre, c'est que les théories ont, d'une certaine façon, été postérieures aux actions. Enfin, ça s'est toujours articulé. Mais c'est-à-dire... Moi, en approchant ça avec une démarche un peu académique, et j'y insiste parce que je vois que c'est le cas de beaucoup d'étudiantes qui s'intéressent au sujet. J'avais un peu l'idée, je sais pas, c'est une idée pas réfléchie, quoi, un préjugé que un concept ou des théories, ça se fabrique en réfléchissant très fort dans son bureau. Et que du coup, c'est comme ça qu'on évalue des théories, en se demandant est-ce que c'est précis, est-ce que c'est rigoureux, sur le plan argumentatif, quelles objections on peut faire. Et en fait, ça m'a pris vraiment longtemps de m'apercevoir que j'étais à côté de la plaque, et que dans le cas de l'écoféminisme, et comme c'est le cas de plein de mouvements sociaux, mais c'est vrai, moi je ne suis pas formée en sociologie, et du coup ça m'avait échappé, beaucoup de théories et beaucoup d'analyses de concepts ont émergé de la lutte. Et que d'une certaine façon, on pourrait, je ne sais pas si c'est juste ce que je vais dire, mais on pourrait presque dire que cette idée de interconnexion de toutes les formes de domination, c'est presque un pari lancé dans la lutte pour s'allier, pour agir ensemble, pour désigner un ennemi commun. Et après, il y a effectivement des théoriciennes, des universitaires qui vont s'en emparer et qui vont renouveler leur champ disciplinaire à partir de ce postulat. Mais du coup, c'est des concepts et des théories qui ont toujours ce statut d'être politiques, d'être des outils de lutte et qui ne visent pas tant à décrire la réalité de façon exacte qu'à avoir un effet, un pouvoir transformateur. Ce qui fait que parfois, sur le plan argumentatif, c'est un peu attaquable. Mais en fait, ce n'est pas vraiment ça leur objet. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Alors, cette définition, c'est plus ou moins ce que vous appelez le système, je crois, dans votre analyse des points communs entre tous les courants écoféministes, puisque, en fait, vous faites effectivement au départ tout un travail exhaustif de lecture de toutes les théories, etc., et dont émerge finalement plusieurs dénominateurs communs qui vous sautent aux yeux et qui sont du coup à la fois ce que vous appelez le système, donc qui est ce qu'on vient de dire, cette définition un peu large, et puis il y a des points d'accord aussi sur la nature, sur le féminin, l'histoire, le changement et l'utopie. Est-ce qu'on peut, si on essaye d'aller un peu plus en profondeur et plus en profondeur, dans ce que c'est exactement, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu qu'est-ce que c'est que ces 6 points-là et qu'est-ce que ça change dans l'analyse ? Alors, ces 6 points, c'est... Alors déjà, j'ai pas, je pense, fait un travail exhaustif. Je pense qu'il y a c'est encore sûrement impossible. Voilà, j'ai fait un travail de recherche, j'ai essayé de le faire sérieusement, mais je pense vraiment pas que ça soit exhaustif et je pense qu'il y a encore beaucoup de boulot, notamment sur le corpus hispanophone, où ça m'a vraiment en grande partie échappé. Je parle pas espagnol, voilà. Mais bon, avis aux chercheurs, chercheuses, étudiantes. Mais du coup, comme je me suis aperçue qu'effectivement, la tentative de repérer des courants qu'on fait souvent, il y a plein d'articles sur l'écoféminisme qui disent alors il y a l'écoféminisme politique et l'écoféminisme spirituel, etc. Mais en fait, il y a toujours quelque chose qui ne marche pas. Ces penseuses ou ces groupes, ils échappent toujours à ces cases-là. Donc moi, j'ai essayé de faire des sortes de points qui me semblent être des thèmes communs ou des questionnements communs de à peu près toutes les écoféministes. Et effectivement, je me suis dit, voilà, la nature, le féminin, le système, etc. Mais dans mon idée, enfin en tout cas moi c'est ça qui m'a intéressée, c'est que sur chacun de ces thèmes, le féminin, la nature, ou voilà comment fonctionne le système ou l'histoire, il n'y a pas de consensus. C'est plutôt des sortes de thématiques et de champs de problèmes
qui sont des champs de problèmes à peu près balayés ou abordés par toutes les écoféministes, mais sans théorie commune et sans point d'accord. Et ça, du coup, pour quelqu'un qui fait de la philo, c'est pain béni, parce que ça fait qu'il y a plein de discussions à examiner, de débats, de questionnements. Par exemple, sur la question de quand se sont nouées la domination masculine et la domination sur la nature. C'est passionnant, en fait, de voir toutes les... C'est pas vraiment des controverses. Philosophiquement, je les vois comme des controverses. En fait, c'est plutôt des différences, on va dire, dans ce champ-là, entre celles qui pensent qu'il faut remonter à l'essor du capitalisme, ou celles qui pensent que non, c'est plus ancien, c'est dans l'Antiquité que quelque chose se joue, ou encore carrément la révolution néolithique, ou que c'est encore plus ancien. Enfin voilà, en tout cas, sur tous ces thèmes-là, il y a plein de discussions. Et ce qui est intéressant philosophiquement et aussi politiquement, et qui est une revendication permanente des groupes écoféministes, c'est de dire, en fait, nous, on n'a pas une sorte de vulgate ou de pensée unique à laquelle tout le monde devrait adhérer pour être écoféministe. C'est ça aussi qui rend le mouvement assez insaisissable. Mais il y a une diversité, et dans leur idée, reproduire l'obligation d'adhérer à une doctrine unique, ça serait reproduire une forme de violence qu'elles appellent patriarcale. On peut lui donner plein de noms, mais c'est justement à ça qu'elles veulent échapper. Du coup, j'ai un peu esquivé. Mais c'est-à-dire, en fait, sur chacun de ces points, voilà, qu'est-ce que c'est une femme, qu'est-ce que c'est le féminin, est-ce que ça existe ou pas, comment ça se construit d'une culture à une autre, est-ce qu'il y a un rapport entre la façon dont les rapports de genre sont organisés dans une société et les rapports de cette société à la nature. Ça, en anthropologie, ça ouvre des pistes incroyables, en fait, de voir comment on recoupe l'anthropologie de la nature, l'anthropologie du genre, pour voir est-ce qu'on peut faire des liens, ou est-ce qu'il y a des rapports, est-ce que plus une société est inégalitaire, plus elle est prédatrice de ressources, ou est-ce qu'il n'y a pas de lien. Voilà, sur toutes ces questions-là, il y a en fait une ébullition à la fois dans les livres et à la fois sur le terrain. En fait, alors j'étais évidemment pas à Greenham Common, donc qui est le camp antinucléaire qu'il y a eu en Grande-Bretagne dans les années 80. Ouais, tout à l'heure. Mais j'imagine que ces discussions-là, elles devaient bouillonner en permanence. Se demander à la fois d'analyse et puis de prospective, d'utopie, de différence sur quelle société on veut construire, comment on s'y prend. Et c'est plutôt ça qui m'a intéressée, en fait. Plutôt que le côté dogmatique dans lequel on veut des fois replier l'écoféminisme en disant voilà, les écoféministes disent ça. Et souvent, en plus, c'est résumé d'une façon qui rend le truc complètement idiot. Je trouve que c'est quand même plus intéressant de voir, non, au contraire, c'est une espèce de matrice de problèmes et de questionnements incroyable et super contemporain. Et du coup, justement, là, on dit depuis tout à l'heure qu'il y a un foisonnement en fait de théories et de courants. Donc, c'est sûr qu'on va pas pouvoir rentrer là dans le temps qu'on a dans le fond de la pensée, effectivement, de ces différents types de courants, mais peut-être qu'on peut quand même résumer un petit peu quels sont les principaux courants et peut-être en choisir un ou deux pour approfondir. Alors moi, je me disais que l'écoféminisme spirituel, par exemple, est intéressant à souligner. Est-ce qu'on peut peut-être s'y intéresser 2 minutes ? Oui, bien sûr. Alors, si je peux chipoter, j'appellerais pas ça un courant. Enfin, je crois que justement, c'est justement pour ça que j'ai lâché l'affaire dans mon livre d'essayer de déterminer des courants. Parce que c'est vraiment une sorte de grille qu'on plaque de l'extérieur, mais ça ne fonctionne pas. Et donc, par exemple, pour parler du coup, je parlerai plutôt de la spiritualité dans l'écoféminisme, parce que, par exemple, les autrices qui parlent beaucoup de spiritualité, elles peuvent... Souvent, quand on parle d'écoféminisme spirituel comme un courant, en fait, c'est pour l'opposer à un écoféminisme politique ou matérialiste. Alors qu'en fait, celles qui parlent de spiritualité ont aussi souvent une grille d'analyse marxiste ou un fondement, des inspirations très très différentes. Donc on peut vraiment pas dire tel écoféministe c'est spirituel et puis tel autre matérialiste, etc. Elles déjouent les cases. Voilà. Surtout que c'est des cases un peu faites a posteriori pour essayer de mettre de l'ordre là-dedans, mais que c'est pas la logique de ces autrices et de ces militantes elles-mêmes. Mais du coup, pour pas faire que esquiver,
quelque chose effectivement qui est intéressant dans l'écoféminisme et qui souvent de France paraît assez farfelu, et en même temps je vois que ça intrigue beaucoup, c'est cette place de la spiritualité. C'est vrai qu'il y a pas mal d'écoféministes, alors la plus connue étant Starhawk, donc qui est sorcière, et c'est elle qui utilise ce terme, donc sorcière néo-païenne californienne, qui elle parle beaucoup de spiritualité. Rosemary Radford Ruether, au nom imprononçable, elle aussi, donc c'est une théologienne écoféministe, mais elle c'est une théologienne chrétienne. Elle n'est pas allée du côté du néopaganisme. Vandana Shiva en Inde utilise aussi beaucoup de concepts liés à l'hindouisme. Voilà, elle parle beaucoup de la puissance de la Shakti, etc. Et en fait, la Shakti étant alors la puissance. Donc c'est un concept qu'on trouve dans la métaphysique tantrique. Le couple Shiva-Shakti, qui est genré comme couple masculin-féminin, enfin, sauf que Shiva est androgyne. Bon, en fait, c'est vachement plus subtil que ce qu'on s'imagine. La Shakti, dedans, serait la puissance de manifestation ou la puissance créatrice qui crée le réel. Et donc, en tout cas, l'importance de la spiritualité, par exemple, chez ces trois autrices, de France, ça étonne parce qu'on peut avoir l'impression que c'est rajouter de la spiritualité dans un mouvement politique qui s'en passait très bien. Mais en fait, si on prend la biographie de ces autrices, moi, c'est un truc que j'ai vraiment compris quand j'étais en Inde dans l'ONG de Vandana Shiva, où il y avait que des Indiens et des Américains. Il y avait genre 3 Français. Et là, on s'apercevait vraiment que notre athéisme et tout, c'est une anomalie à l'échelle de l'humanité, en fait. Et que pour la plupart des humains, ça va de soi d'avoir une spiritualité, des croyances, un rapport au sacré, au divin, des pratiques spirituelles individuelles, collectives, des rituels, etc. Et donc, dans le cas de Starhawk ou de Vandana Shiva ou de Rosemary Radford Ruether, leur démarche n'est pas rajouter de la spiritualité dans le féminisme. C'est au contraire, la spiritualité va de soi, j'ai été éduquée comme ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Par contre, je remarque que la spiritualité qu'on m'a inculquée, par exemple, si je prends le cas de Rosemary Radford Ruether, donc christianisme, c'est une spiritualité qui est vachement patriarcale, avec Ève, pécheresse, voilà, la condamnation de la chair, une sorte de misogynie générale, et que c'est aussi une spiritualité qui est très anti-nature, avec dans la Bible Dieu qui dit aux humains dominez-les tous, je ne sais plus la formule exacte de Dieu, mais en gros. On n'aura pas cité Dieu dans le texte ce soir, on est désolé. Donc leur démarche n'est pas de spiritualiser le féminisme, mais au contraire d'écoféminiser leur spiritualité. C'est-à-dire comment je ne peux pas me couper de ça. Voilà, il y a une importance de cette pratique collective, du rituel, de la connexion à quelque chose qui nous dépasse, quelque chose de plus grand qu'on peut très bien appeler la nature, que Starhawk appelle la déesse, mais en disant déesse, c'est une métaphore, c'est une image. Et donc leur idée est plutôt comment on réinterprète les religions, les spiritualités, comment on pratique différemment pour rendre ça féministe et écolo. Donc faire une sorte de changement de théologie pour passer des religions de Dieu le Père transcendant et masculin à des spiritualités de la terre-mère, et qui soient des spiritualités de reconnexion, pour utiliser un terme un peu flou. Et justement, donc, cette méthode un petit peu de pensée, d'appliquer l'écoféminisme à la religion se décline aussi dans d'autres mouvements écoféministes qui sont dits politiques, radicaux. Enfin, j'ai pas tout retenu, mais il y en a un foisonnement important. Du coup, dans les années 90, l'enjeu, ça va être ça, de clarifier un petit peu les connexions conceptuelles qu'on peut faire entre tous les systèmes de domination. Les textes écrits vont revisiter la philosophie, l'histoire, l'économie, encore une fois, la sociologie, tout ça à l'aune de l'écoféminisme.
Et vous-même, vous décrivez justement comment, quand on chausse ces fameuses lunettes de l'écoféminisme, parce qu'on parle souvent des lunettes du féminisme, qui font voir le monde de façon totalement différente. Une fois qu'on les a mises, on ne peut plus aller au cinéma et regarder un film de la même façon. Qu'est-ce que ça change de chausser ces lunettes de l'écoféminisme? Qu'est-ce que ça rajoute comme strate, en fait, le fait de rajouter l'écologie? En tout cas, dans les lunettes écoféministes, je pense que par plein de côtés, elles ressemblent aux lunettes féministes. Mais c'est vrai que quelque chose sur lequel insistent pas mal les écoféministes et qui, après, saute aux yeux, effectivement, quand on regarde des films ou qu'on lit des livres ou qu'on relit les classiques des sciences sociales qu'on nous a appris à admirer et qu'on continue à admirer, mais tout en se disant quand même, il y a un problème. Là, en l'occurrence, ce qui apparaît, c'est une sorte d'obsession de placer l'humain au-dessus de la nature et au-dessus de l'animal, et que ça s'articule avec... Enfin, que ce sort de dualisme-là, il s'articule avec un dualisme genré. Et alors, pour donner un exemple, pour le dire d'une façon plus concrète... si on regarde des films du genre Avatar ou Pocahontas, donc qui est la même histoire, en fait, on s'aperçoit qu'il y a effectivement que c'est un fil rouge qu'on trouve dans beaucoup de films, de chansons, de mythes, de livres, une sorte de... Et là encore, les écoféministes ne sont pas les seuls à avoir vu ça, mais c'est vrai qu'elles l'analysent particulièrement en détail, de naturalisation des femmes ou de rapprochement entre... Il y a une sorte de gros pack entre la femme, le corps, la nature, l'origine, le sensible, distingué de l'homme associé à la culture, la technique, la transcendance, la rationalité, l'industrie. Et alors, en termes de valeurs, ça peut être inversé. Par exemple, dans Avatar, le personnage féminin donc représente la nature, la société dite primitive, en harmonie avec le cosmos, on branche sa tresse dans les arbres, et le personnage masculin représente la civilisation américaine, ou militarisée, industrielle, guerrière. Et là, on a l'impression que le bien est plutôt du côté de la Neytiri, la femme bleue. Même si évidemment les écoféministes voient que c'est un piège en fait de garder juste cette structure-là, mais en fait ça se met à apparaître dans énormément de, quand on repère ça, on voit que c'est une espèce de fil rouge qu'on retrouve dans énormément de. Oui, par exemple, après on peut plus. C'est vrai que c'est des choses que j'ai pas écrites dans mon livre, mais par exemple Mary Poppins. En fait, quand on lit Mary Poppins après s'être intéressé à l'écoféministe, ça paraît évident. Le papa, il est dans l'univers de la City, à Londres, et c'est tout gris, il n'y a que des vieux barbons capitalistes avec les droits crochus, etc. Et c'est le personnage féminin, Mary Poppins. La maman, c'est une suffragette. Au début, elle arrive en chantant les chansons des suffragettes. Et puis, Mary Poppins, c'est le personnage féminin qui va emmener les enfants dans la nature, là, en sautant dans le tableau à la craie sur le trottoir, et ramener une forme de vie, de fantaisie. Et à la fin, le papa, enfin, s'occupe de ses enfants en faisant voler un cerf-volant. Bon, on ne sait pas ce qui se passe le lendemain. Mais en fait, on se met à voir que c'est vraiment quelque chose qui est très structurant de grandes catégories de notre imaginaire. Et justement, les critiques en fait, qu'on fait souvent à l'écoféminisme, notamment en France, vous le disiez, il y a... parmi ces critiques, il y a notamment l'essentialisme. Peut-être qu'on peut en parler 2 minutes aussi de ça. Oui, alors l'essentialisme, ça voudrait dire que l'écoféminisme ramène les femmes à une essence féminine, donc une naissance ou une nature féminine faite de caractéristiques éternelles, immuables, qui peuvent être positives ou négatives, et que donc elle serait passée à côté du caractère socialement et historiquement construit des genres. Donc en réalité, cette critique, elle est vraiment à côté de l'écoféminisme en fait. L'énorme majorité des écoféministes, elles défendent clairement des positions constructivistes. Ariel Saleh, par exemple, qui est une sociologue écoféministe australienne, elle écrit plein de fois noir sur blanc que non seulement le genre est une construction sociale, mais même le sexe. Donc
c'est une critique qui vraiment est de mauvaise foi ou qui montre que les textes n'ont pas été lus. Elle est néanmoins très très persistante. Et effectivement, je pense que si elle est aussi persistante, c'est que les écoféministes ont essayé de faire un truc qui est très délicat, qui est une sorte de coup de billard à 3 bandes, de constater quelque chose que Simone de Beauvoir a déjà constaté, en fait, qui est la naturalisation des femmes et du féminin, et une sorte de dualisme qui ramènerait les femmes du côté de la nature et les hommes du côté de la culture et de la rationalité. Mais ça, c'est une analyse, c'est pas une revendication. Donc elle constate que voilà, il y a ce schéma-là dualiste qui est très persistant. Et souvent, je pense qu'en fait, on s'arrête à ça. Et c'est ça qui fait qu'on va dire que l'écoféminisme est essentialiste. Et en réalité, il y a un texte de Greta Garde, qui est une philosophe américaine écoféministe, qui dit, face à ce constat que les femmes ont souvent été naturalisées, comme d'autres catégories sociales, en fait, et que par exemple pendant la colonisation, cette naturalisation d'une catégorie humaine, c'est une manière de l'inférioriser et de justifier une domination dessus, en disant qu'ils ou elles sont plus proches de la nature, du corps, de l'animalité, et il va falloir les civiliser ou leur apporter la raison ou pas. L'idée, c'est que face à ce constat-là, que beaucoup de féministes ont fait, Greta Garde dit qu'il y a 3 stratégies. La stratégie du féminisme libéral, qu'on trouve par exemple chez Simone de Beauvoir, enfin en tout cas dans une lecture simple de Simone de Beauvoir, c'est de nier cette association et de dire non, on a associé les femmes, le patriarcat a associé les femmes et la nature, mais c'est faux. Nous sommes tout aussi culturelles ou transcendantes, rationnelles que les hommes. Donc couper cette association. Ça, c'est ce qu'on appelle en américain le féminisme libéral. Deuxième stratégie, ce qu'on appelle le féminisme culturel, qui dit oui, c'est vrai, qui revendique cette association en disant c'est vrai, les femmes sont plus proches de la nature, mais c'est une supériorité. Ce qui a été utilisé pour nous inférioriser est en fait une supériorité. Nous sommes plus sensibles, nous sommes plus proches de la nature, plus dans le corps, plus dans le soin, l'empathie, les émotions, etc. Donc là, on garde le schéma et juste on inverse la valeur. Et ce que dit Greta Garde, c'est en fait les écoféministes cherchent une 3e voie. C'est-à-dire ni rompre l'association des femmes avec la nature, qui est... Quand on fait cette rupture, souvent, c'est parce que aussi on a une vision péjorative de la nature. Or, elles, avec l'angle écolo, elles veulent réhabiliter la nature. Donc cette stratégie-là, il y a quelque chose qui ne leur va pas. L'autre stratégie de juste inverser et de juste revendiquer une association alors qu'elle a été assignée comme outil d'oppression, elles ne veulent pas non plus. Et c'est là que ça se complique, mais que ça devient passionnant. C'est que leur idée est justement comment on cherche une 3e voie pour éviter ces 2 pièges-là. Et je trouve que celle qui est vraiment la plus puissante dans cette recherche d'une 3e voie, c'est une philosophe qui s'appelle Val Plumwood, et dont les 2 grands bouquins sont en train d'être traduits en français. Je pense qu'ils vont paraître dans quelques mois. Et voilà, il y a vraiment tout un travail historique, philosophique, politique, hyper intéressant pour être plus précise dans la construction de cette 3e voie et d'identité qui échapperait à toutes les formes de binarité. Oui, à nos carcans mentaux qui nous empêchent de les voir. L'autre critique qui est faite au mouvement, souvent, c'est aussi la dépolitisation. Du coup, est-ce que ce mouvement qui part effectivement souvent de la pratique, de la lutte, et qui est un peu éclaté effectivement en une multitude de mouvements, de courants, est-ce qu'il est transposable dans un système sociétal, politique ? Est-ce qu'on peut l'incarner en fait sur un plan politique ? Ça dépend ce qu'on appelle politique. En fait... c'est un slogan féministe des années 70 au moins, le personnel est politique. Donc les écoféministes, elles ont exploré énormément de formes politiques, collectives, militantes, mais effectivement pas tellement la forme électorale et partisane et voilà, de participation à... il n'y a jamais eu de président écoféministe, ni de parti politique écoféministe. Alors ces derniers temps, il y a la figure de Sandrine Rousseau,
Delphine Batho aussi, d'ailleurs, au moment des primaires écologistes, elle se disait écoféministe. Toutes les deux, elles avaient revendiqué ce terme-là d'écoféminisme. Je ne sais pas trop dans quelle mesure ça fait du bien au mouvement écoféministe. En tout cas, là, ça serait une sorte de politisation plus classique, mais en tout cas, le mouvement a toujours été très politique. Mais effectivement, politique sous des formes qui refusaient la course au pouvoir. Et c'était tout à fait revendiqué. Françoise d'Aubonne, elle écrit « Nous ne voulons pas une société du pouvoir aux femmes, nous voulons une société du non-pouvoir ». Historiquement, ça s'est vraiment inscrit dans une tradition de pensée anarchiste. Les idéaux politiques écoféministes ou les utopies écoféministes, c'est des petites communautés autogérées, autosubsistantes, avec des liens fédéraux souples à l'échelle d'une biorégion, ou voilà, des choses comme ça, qui sont effectivement très éloignées du modèle étatique, en tout cas actuel. Oui, c'est ça, il y a un refus de l'institutionnalisation. Et du coup, à quoi il sert l'écoféminisme s'il n'est pas politique ou si on ne recherche pas ça, en fait, la politisation ou en tout cas le renversement du système en jouant dans le système, on va dire. À quoi il sert? À quoi il sert? Mais non, mais ce que vous dites dans le livre, c'est que c'est un outil, en fait, l'écoféminisme, plus qu'un programme politique, quoi. Bah, en tout cas, mais je pense qu'en fait, il sert à plein de choses différentes, à plein de personnes. C'est-à-dire, c'est vrai que moi, il m'a principalement servi d'outil, où il y a un chapitre de mon bouquin que j'ai appelé « Armes de déconstruction massive ». Moi, c'est principalement à ça qui m'a servi, enfin, en tout cas, consciemment, parce qu'en vrai, je pense que ça a aussi créé d'énormes changements en particulier dans mes pratiques pédagogiques. Voilà, j'enseigne vraiment plus du tout pareil maintenant qu'il y a 10 ans. Mais j'ai l'impression qu'en tout cas, je ne crois pas qu'il puisse... je ne sais pas, peut-être c'est pessimiste, mais je pense que c'est juste réaliste en fait. Mais bon, j'imagine mal qu'il puisse servir de nouveau modèle dominant, quoi. C'est tellement en contradiction totale avec le fonctionnement du système, le fonctionnement des entreprises, le fonctionnement même du système scolaire, de l'économie, des États, etc., que j'imagine mal que ça puisse servir de idéologie politique qui ait le pouvoir et qui l'exerce de façon à écoféminiser le monde. En revanche, il me semble qu'il sert vraiment de résistance, de catalyseur d'imaginaire, de poil à gratter, et que sur cette question de l'imaginaire, je vois que c'est aussi quelque chose de très puissant. J'ai l'impression que, moi, un effet que ça m'a fait, et si j'en parle, c'est que j'ai l'impression que je ne suis vraiment pas un cas isolé, c'est que souvent, surtout quand on n'est pas dans une famille très politisée, etc., on peut vraiment croire au « there is no alternative ». Et on a l'impression que ou c'est la fin de l'histoire, etc. Et en fait, en découvrant l'écoféminisme, souvent, ce qui se produit, et peut-être que c'est lié au caractère peut-être naïf de ces images, ou trop utopiste, ou voilà, c'est à double tranchant, mais je vois que ça produit aussi une espèce de aimantation du désir. Que souvent, chez des jeunes filles notamment, qui ne savent pas trop... à quoi croire politiquement ou vers quel horizon se diriger, qui ne se sentent pas satisfaites par ce qu'on peut proposer, en fait, cet imaginaire-là, il est très puissant et j'ai l'impression que c'est une voie d'entrée dans un intérêt politique et une orientation vers, ou une sorte de bifurcation vers un avenir qui voilà, comme point de départ, fonctionne bien. Et donc, si on considère que c'est justement un outil pour faire un peu évoluer le monde aussi, l'écoféminisme devient parfaitement intéressant justement dans toutes les pratiques qu'il a
engendré. Donc on le disait tout à l'heure, l'une des caractéristiques importantes de l'écoféminisme, alors ça je vous cite, c'est qu'au-delà de l'analyse théorique, être écoféministe, c'est construire des luttes, des pratiques et des modes de vie. Et donc ces premières convergences des luttes des années 70 et 80, elles s'exprimaient déjà avec des modes d'action tout à fait originaux, qui sont aussi justement la marque de fabrique du mouvement. Est-ce que, on vous en parliez très brièvement tout à l'heure, de l'exemple britannique de Greenham Common, peut-être qu'on peut décrire un peu à quoi ça ressemble en fait, parce que donc là c'est une lutte, après on ira voir un petit peu ce qui se passe en réalité et actuellement au sein de personnes qui vivent en écoféminisme, si on peut dire. Qu'est-ce qui se passait dans ces luttes et qu'est-ce que ça avait d'écoféminisme ? Donc cette mobilisation-là de Greenham Common, c'est une mobilisation qui a commencé en 1981 en Grande-Bretagne, au moment, donc c'est pendant la guerre froide, le bloc de l'Ouest contre le bloc de l'Est, et l'Europe est utilisée comme un des sites de la dissuasion, où on stocke des missiles nucléaires pour l'équilibre de la terreur. Et il est question de stocker des missiles nucléaires sur une base de la Royal Air Force sur le sol britannique. Et apprenant ça, au début, c'est simplement 36 militantes, pacifistes, antinucléaires, féministes, voilà, avec divers engagements, qui marchent vers la base militaire et qui s'installent. Et en fait, le mouvement dure. Au-delà de juste une marche d'une journée, c'est devenu, on peut dire, c'est un peu un précurseur des ZAD, ce campement. Donc les femmes se sont installées autour de la base. De temps en temps, il y avait des actions où elles mobilisaient tout leur réseau. Et manifestement, elles avaient un grand réseau, parce qu'il y a certaines actions, voilà, où elles ont pu encercler la totalité de la base militaire, qui fait, je crois, 12 km. Il y a eu, je crois, ces 30 000 femmes oui, voilà, pour l'une des actions, pour encercler de leurs bras, en fait, en faisant une immense chaîne autour de la base. Et en dehors de ces temps d'action plus massifs, ça s'est transformé effectivement en sorte d'expérimentation d'un autre mode de vie. Avec Ines Tracking, bon, elle est américaine, donc elle n'était pas à Greenham Common, je crois, mais elle faisait partie d'autres collectifs écoféministes sur le sol américain, et elle disait, nous, on veut faire une politique de joie de vivre, avec l'idée de ne pas simplement militer pour un avenir meilleur, mais dans la mesure du possible aussi, essayer d'incarner ici et maintenant, de s'organiser ici et maintenant d'une façon qui ressemble le plus possible à la société désirée. Et donc là, en l'occurrence, quelque chose qui a fait beaucoup parler autour de Greenham Common, c'est la question de la non-mixité. Et d'après ce que j'ai compris au cours des recherches, en fait, ce campement était non mixte au sens où c'était les femmes qui étaient vraiment aux premières lignes de la lutte, qui affrontaient la police, qui prenaient les décisions, qui essayaient de rentrer dans la base militaire, alors soit en passant par-dessus le grillage ou par-dessous, en craquant le grillage. Et il y a des images qui sont très frappantes où on voit toutes ces femmes avec un look années 80 qui sont en face des policiers britanniques avec leur uniforme. Et donc, il y avait cette sorte d'inversion des rapports de genre, ou en tout cas d'exploration de rapports de genre différents. C'est-à-dire que là, c'était un mouvement militant antinucléaire, où c'était les femmes qui prenaient les décisions, qui faisaient ce que d'habitude les mecs font, généralement, même dans les mouvements où on croit avoir une conscience féministe, il y a des sortes d'automatismes de rapports de genre qui se mettent en place. Et pendant ce temps, les hommes avaient un rôle dans le mouvement, mais qu'il a aussi été un rôle plus inhabituel, de ravitailler les femmes, s'occuper des enfants, faire la garderie, ou laver le linge, ramener du linge propre, etc. Et avec l'idée que ça fait partie justement de ces manières concrètes d'explorer la troisième voie que j'évoquais. C'est-à-dire, l'idée n'est pas une pure et simple inversion, ce qui n'aurait pas d'intérêt vraiment. Mais l'idée est que pendant un temps donné, cette expérience est comme une sorte d'incubateur qui va permettre, ou même qui va forcer chacune et chacun à
apprendre des compétences que son éducation lui a pas apprises. Donc soit apprendre à torcher un bébé ou apprendre à faire une soupe ou apprendre à construire un barnum ou à affronter la police, etc. pour devenir des humains plus complets. Avec cette idée que en fait, l'éducation genrée, c'est comme si elle nous tronque de parties de nous-mêmes et que ces expériences-là sont destinées à nous permettre de se réapproprier ou de conquérir une humanité plus pleine pour les hommes et pour les femmes, pour pouvoir, une fois sortis de cette expérience, se rapporter les uns aux autres sur de nouvelles bases. Et parmi donc les luttes et puis les grandes figures des luttes, il y a Starhawk dont on parlait tout à l'heure, donc qui a aussi finalement créé un corpus de textes qui permet de théoriser un petit peu finalement ces types de luttes, ces modes de lutte qui se font dans cette joie de vivre avec des rituels, avec des danses, avec des choses très joyeuses où on fabrique ensemble voilà. Et elle insuffle ça aussi, j'ai l'impression, et en tout cas c'est ce qu'on a l'air de constater aujourd'hui, c'est qu'elle insuffle ces modes de lutte à l'heure actuelle, y compris dans la résurgence des rituels de sorcellerie un petit peu qu'on a vu arriver autour de MeToo et puis déjà un peu avant, autour de la COP21 aussi. Il y a des groupes qui se sont liés et qui ont utilisé un petit peu ces méthodes. Est-ce que là, on est en train de voir un renouvellement de ces luttes-là ? Oui, j'ai l'impression que... Enfin, en tout cas, c'est clairement pas une histoire linéaire. Et qu'il y a... Enfin, au moment donc quand la COP21 a eu lieu en France, donc c'était en décembre 2015, effectivement, c'est là où j'ai eu l'impression qu'il y avait une sorte de réémergence de l'écoféminisme en France. Après, au moment du Covid, l'essor a été brisé net, mais là, j'ai l'impression que ça reprend. Et c'est vrai que Starhawk, elle a écrit notamment des sortes de manuels d'action, en fait. Manuels de désobéissance ou manuels de comment créer un groupe, comment faire groupe. Elle a une formation de psy. Et elle est très lucide sur le fait que ça ne se fait pas tout seul, en fait, de faire un groupe solidaire. Il ne suffit pas juste d'être de bonne volonté et de se dire entre nous, il n'y aura pas de hiérarchie. En fait, il faut des pratiques pour créer des groupes qui fonctionnent différemment de ceux à quoi on est habitué. Différemment, par exemple, d'une classe où il y a le premier de la classe qui a la meilleure note et puis les nuls, etc. Enfin, concrètement, les formes de collectifs qu'on nous apprend à l'école, ça ne ressemble pas du tout à des collectifs non hiérarchisés, etc. Donc il y a toute une désintoxication à faire sur cette désintoxication vis-à-vis de la hiérarchie et des rapports d'autorité, et aussi des spécialisations qui font que c'est toujours la grande gueule qui prend la parole et puis toujours la personne sympa qui va écouter les autres et les consoler. Donc elle fait vraiment des sortes d'exercices, enfin, ça fait partie de sa manière de faire groupe, de faire systématiquement tourner les rôles, que chacun soit obligé de se trouver dans des rôles dans lesquels il n'est pas du tout à l'aise et de des fois être obligé de parler même si ça le terrifie, ou être obligé de fermer sa gueule même s'il a l'impression qu'il a plein de trucs intéressants à dire. Elle utilise aussi beaucoup d'art, de chant, de rituels aussi, effectivement, avec notamment l'idée que c'est ça qui permet, enfin, que le militantisme, c'est dur, c'est souvent déprimant, décourageant, angoissant. Elle, avec ses groupes de militants, ils sont allés plein de fois en prison, donc il y a aussi un danger physique réel, et que pour se soutenir, il y a besoin vraiment de sortes de pratiques symboliques où on fait groupe ensemble et on se sent soutenu par une sorte de force. C'est là le côté spirituel qui entre en jeu, d'une sorte de force qui nous dépasse et qui nous permet d'avoir foi en quelque chose, en fait, en la possibilité de réorienter l'avenir vers autre chose que ce vers quoi il a l'air de courir. Et c'est vrai qu'actuellement, alors souvent le côté le plus médiatisé, c'est vrai que c'est les rituels. Et parfois, c'est médiatisé d'une façon qui tourne un peu en ridicule ce truc-là. Mais ce dont on pourrait parler aussi, qui est inspiré notamment de Starhawk, c'est les pink blocs qui reviennent dans les manifs et qui, là aussi, sont liés à cette tradition-là, et éco-queer aussi. Enfin, c'est pas que écoféministe, mais
en tout cas, voilà, on voit que c'est un héritage qui est en train de se diffuser en France. Enfin, il y a aussi plusieurs maisons d'édition qui ont fait un travail incroyable quoi, de parution, de traduction, et j'ai l'impression que ça essaime. Et donc au-delà des luttes elles-mêmes, en fait, il y a aussi donc ce mode de vie écoféministe que vous êtes allé, vous, à un moment aussi explorer, parce que voilà, bon, le foisonnement théorique était tel qu'à un moment, vous étiez un peu face à un mur, finalement, et qui avait besoin d'aller dépasser, de chercher un petit peu de remettre du corps et de la vraie vie dans tout ça. Parmi les choses que vous avez faites, il y a notamment un séjour. Alors, il y a eu un séjour en Inde dont on va parler. On commence à être un peu short en temps, donc on va accélérer peut-être un petit peu. Mais vous avez vécu une semaine avec une écoféministe qui s'appelle Sylvie Barbe. Est-ce que vous pouvez juste nous raconter un petit peu comment on incarne en fait les idéaux, parce qu'elle a vraiment un mode de vie qui est en accord parfait ou quasi sans doute avec les valeurs écoféministes et les valeurs qu'elle défend en tout cas. Comment on l'incarne ça? Alors Sylvie, c'est une femme donc, qui a toujours été militante, qui doit, je ne sais pas son âge exact, elle a la soixantaine. Et là, depuis plusieurs années, elle vit dans la forêt, dans les Cévennes. Donc elle a un terrain, quoi, tout pentu, biscornu, dans la forêt cévenole, au milieu des châtaigniers. Et sur lequel elle a construit des yourtes, des tipis. En fait, j'ai l'impression qu'elle sait tout faire. Elle maîtrise plein d'artisanat. Et son souci, c'est d'essayer de vivre de la façon la moins prédatrice possible. À la fois prédatrice de ressources et prédatrice du travail d'autrui, du travail exploité. Donc c'est pour ça, par exemple, que pour elle, maîtriser la couture, c'est pas une régression à l'aliénation des tâches domestiques, mais c'est un acte anticapitaliste. C'est voilà, comment je fais pour pas exploiter des ouvrières chinoises dans l'industrie du textile. Faut que j'apprenne à coudre. Donc évidemment, on ne peut pas apprendre individuellement tout. Hein. La question du collectif et de la division du travail, elle est centrale. Mais voilà, elle essaye de faire en sorte de se rendre le moins complice possible du système. Donc voilà, elle n'a pas de télé, elle n'a pas de frigo, elle est électro-hypersensible, donc elle n'a pas de portable non plus. Et elle fait des sortes de... Alors, c'est pas du tout un accord parfait. En fait, si on cherche la petite bête, on voit plein de contradictions, mais bon, comme chez tout le monde. Mais c'est vrai qu'elle a ce souci. Et tous les ans, là, elle a un peu arrêté, mais elle ouvrait pendant une semaine son terrain à des femmes pour passer une semaine en autogestion dans la forêt. Donc il n'y a pas non plus d'eau courante, il n'y a pas d'électricité, donc ça suppose il n'y a pas de toilette. Ça suppose d'apprendre des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de savoir faire dans un mode de vie urbain. Et actuellement, tous les trucs autour, les stages féminins sacrés, reconnexion, il y en a plein, c'est un business incroyable. Et elle fait ça gratuitement. En fait, on est accueillis, on dit moi je sais faire ça, demain je peux faire un atelier de ça. Donc il y a vraiment des échanges, tout est gratuit, horizontal, des échanges et des partages de savoir. Et actuellement, elle est on est en communication assez étroite en ce moment parce qu'elle m'a contactée il y a quelques semaines ou mois en m'expliquant qu'avec la hausse du prix de l'énergie, il y a une ruée sur les forêts et que en fait, la forêt où elle habite, mais c'est comme ça dans toute la France, est déforestée illégalement. Que en fait, la nuit, il y a des équipes de bûcherons illégaux qui viennent, souvent un peu avec la complicité des pouvoirs publics. Il y a des trucs un peu pas très clairs. Raser la forêt, débiter le bois, ça fait des glissements de terrain. C'est un sujet très problématique. Et donc là, elle est en train d'essayer de recréer. De toute façon, elle est dans toutes les luttes. Contre les compteurs Linky, les caméras de vidéosurveillance. Dès qu'il y a un enjeu d'injustice, c'est impossible pour elle de rien faire. Et en tout cas, moi, elle m'a alertée autour de cette histoire des forêts. J'ai l'impression qu'on en parle
pas beaucoup dans les médias et que c'est une problématique qui risque en plus vraiment de se pérenniser, de cette razzia sur les forêts voilà, coupées illégalement. Donc elle a recréé un collectif qui essaye de lutter contre ça, mais là encore c'est dans des rapports de force qui sont très inégalitaires. Mais voilà, elle a réussi à faire un article sur le blog de Mediapart, donc si ça vous intéresse d'en savoir plus sur ces luttes actuelles. Enfin, cette question de la forêt, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un truc qui va se jouer. On va aller se renseigner. Dans une toute autre type d'expérience, mais malgré tout tout aussi éclairante, vous êtes parti aussi en Inde à la rencontre de l'ONG donc de Vandana Shiva. Alors on va pas rentrer dans le détail, mais là aussi, en fait, vous avez appris des choses en vous heurtant un peu à la réalité. Le terrain, finalement, fait que la théorie et les idéaux, parfois, doivent faire des compromis. Et comment est-ce que vous avez vécu cette réalisation, un peu entre guillemets, du fait que on peut avoir des beaux idéaux et en même temps se retrouver dans un système ou une société qui fait qu'on ne peut pas les mettre en pratique ? En fait, c'était une prise de conscience à la fois violente et salutaire, je crois. C'est-à-dire que, effectivement, moi, je suis arrivée en Inde, je m'étais vraiment gavée d'écrits écoféministes et d'interviews de Vandana Shiva notamment, qui est très charismatique, qui a un discours qui est très galvanisant, très puissant, et voilà, avec des idéaux magnifiques. Et bon, évidemment, en fait, j'étais complètement naïve de m'imaginer que j'allais trouver une réalité conforme aux idéaux. Enfin, mais bon, je sais pas, c'est des naïvetés qui sont... On met quand même du temps à réussir à s'en débarrasser. Mais du coup, sur place, effectivement, j'arrêtais pas de voir des contradictions. Et des effets de communication, en fait. Par exemple... je ne sais pas, dans le discours officiel de l'ONG, qui est d'ailleurs le discours aussi qu'ont les hauts placés dans l'ONG, ils disent, voilà, in Afghania, there is no caste, there is no gender, tout le monde est, oui, on est une super famille et tout ça. Et en fait, bon, moi, j'ai pas vraiment de méthode pour faire du terrain, parce qu'en philo, on n'apprend pas ça, mais du coup, j'ai essayé un peu de faire la fouine. Et par exemple, je me suis aperçue au bout d'un moment qu'en fait, il y avait des inégalités salariales énormes et que, évidemment, elles correspondaient au genre, à la religion, à la caste. Et que, en fait, c'était... Et moi, au début, ça me scandalisait. Et puis, finalement, en réfléchissant, il y a une logique du réel, en fait. Enfin, c'est complètement évident ce que je dis, mais c'est vrai que dans la réalité, il y a des choses qui sont possibles et impossibles. Je crois aussi que la réalité est fondamentalement contradictoire et que du coup, en fait, dès qu'on agit dans le réel, on est obligé d'être contradictoire. C'est la structure du réel. On ne peut pas être pur. Mais voilà, du coup, toute l'interrogation, c'est où on situe la limite entre les compromissions nécessaires pour agir dans la réalité. Voilà, moi je pensais souvent à la pièce de Sartre, Les mains sales. Voilà, faut se salir les mains pour agir. Et c'est une image que plusieurs employés de l'ONG m'ont donnée. Voilà, où on place la limite entre ça, les compromis, et puis la compromission pure et simple. Mais c'est vrai qu'elle est amenée à utiliser des choses qu'elle critique énormément. Donc à utiliser Internet tout en critiquant Internet, ou à utiliser énormément l'avion tout en critiquant l'avion, etc. Et c'est vrai que c'est des choses pas évidentes de voir où se... Enfin, du coup, pour moi, évidemment, la question, elle se situe pas entre est-ce que c'est pur et parfait ou est-ce que c'est n'importe quoi. Mais il y a toute une complexité et des curseurs à trouver. Et du coup, si on revient un petit peu à aujourd'hui, maintenant, en France, il y a plein d'initiatives qui se construisent, donc à l'image alors peut-être moins en accord que Sylvie Barbe, mais par contre, voilà, il y a plein d'initiatives qui naissent un peu partout. Est-ce que, selon vous, où va en fait le mouvement à l'heure actuelle ? Qu'est-ce qui peut, est-ce qu'il est en train, ça veut dire, de retrouver une nouvelle force ? Est-ce qu'il va peut-être s'imposer finalement comme au moins un mode d'agir pour faire vaciller ce système contre lequel les écoféministes luttent ?
c'est difficile à dire où ça va. Là, je ne suis pas très optimiste, mais j'ai l'impression quand même, dans la réalité, il y a des rapports de force. Il ne suffit pas d'avoir une bonne idée pour renverser le capitalisme. Ça se saurait si ça marchait comme ça. Et voilà, il y a par exemple le fait d'avoir vu, à partir de fin 2015, plein de collectifs qui se créent, une dynamique qui émerge, ça donnait l'impression d'un truc très prometteur. Et puis 2020, Covid, confinement, etc. Donc il y a tellement de choses imprévisibles que je voudrais pas me risquer à faire Madame Soleil. Et là encore, je crois vraiment pas que ça puisse devenir... à mon avis, c'est destiné à rester une force d'opposition. Mais j'ai l'impression que là, en tout cas, quelque chose qui va se jouer et qui est vraiment pas évident, c'est la question des alliances. En fait, l'écoféminisme, je remarque que ça garde souvent une image assez négative, que c'est un peu toujours ces mêmes critiques qui reviennent, d'essentialisme, etc., même si elles ne sont pas vraiment fondées, qu'il y a toutes sortes de malentendus aussi qui font que les articulations avec le mouvement LGBT ne sont pas évidentes, avec les mouvements antiracistes, ce n'est pas évident non plus, comme pour toute la sphère écolo, en fait. Voilà, donc j'ai l'impression que moi, je ne me représente pas ça en termes d'une sorte d'essor linéaire, mais plutôt de comment le réseau et quelles alliances peuvent se créer. Mais ça a l'air pas facile. Eh bien, l'avenir nous le dira. Je suis désolée, on est un peu hors cadre sur le timing. Est-ce qu'on peut prendre une ou deux questions malgré tout ou pas ? Pas. D'accord. Bon, je suis vraiment désolée. Je pense qu'il y a une Comment ? Après, on pourra. Voilà, d'accord. Donc, écoutez, merci beaucoup pour votre écoute. Merci.